Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question assez délicate. Qui est vraiment une victime? On pense tout de suite au préjudice direct, bien sûr, mais et l'impact indirect. L'onde de choc, quoi. On va explorer ça en regardant des éléments d'un document sur le collectif Voix libérée. Ils parlent de leur expérience face aux abus sexuels commis par leur ancien chef de chœur. Notre but, c'est de décortiquer un peu les définitions de victime et de comprendre qui peut se sentir légitimement victime, même sans avoir été directement visé. Alors allons-y. Le point de départ il est fort. Des membres de ce collectif se disent vraiment marqués par ce qu'ont subi leurs camarades choristes, même s'ils n'ont pas été agressés eux-mêmes. C'est plus que de l'empathie, ils parlent d'une souffrance qui dure. D'ailleurs, un des choristes victimes leur a dit cette phrase « Si, vous êtes comme nous, des victimes de la trahison de l'abbé ». Donc cette idée de confiance trahie, elle semble centrale. Oui, et c'est là où, juridiquement en France, ça se complique un peu, ou du moins c'est très précis. Pour être reconnu victime au sens pénal, il faut un dommage, un préjudice, qui découle directement d'une infraction. Une infraction, c'est un acte puni par la loi. D'ailleurs, les choristes qui ont porté plainte, ils ont reçu ce qu'on appelle un avis de classement à victime. Ça veut dire qu'on reconnaît leur statut de victime, même si l'affaire elle-même est classée, par exemple, à cause de la prescription. Le délai est dépassé, quoi. Donc pour eux, le statut est clair, formellement. D'accord. Mais ces définitions françaises, très axées sur le dommage direct lié à l'infraction, est-ce qu'elle suffit pour englober le ressenti des autres? Ceux qui parlent de trahison, de choc, le document semble dire que non, justement. Exactement. Et c'est là que le droit international, et européen notamment, offre une perspective différente, plus large en fait. Il définit la victime comme toute personne ayant subi un préjudice, et là c'est la clé, il inclut explicitement l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale, la souffrance morale, la perte matérielle. Tout ça à cause d'actes ou même d'omissions qui violent les lois pénales. Cet accent mis sur l'atteinte mentale et la souffrance morale, ça change pas mal de choses. Ah oui, tout à fait. Parce que le choc de découvrir que des proches, des gens avec qui on partageait des moments forts, une passion, ont subi des crimes graves, ça peut clairement causer une atteinte mentale, une vraie souffrance morale qui reste. Si on suit cette logique, le document suggère que tous les anciens choristes et même leurs parents pourraient au fond se considérer comme victimes. Oui, et ça va même plus loin. Ce statut de victime, au sens international, peut s'étendre à l'entourage, les conjoints, les enfants, les parents des victimes directes. Le texte mentionne même la famille de l'agresseur, qui peut aussi souffrir moralement, subir un préjudice psychique. Et puis, il y a les aidants, les personnes dans les cellules d'écoute, les thérapeutes, mais aussi la police, la justice. Eux aussi, ils peuvent être affectés psychiquement par ce qu'ils entendent, par les situations qu'ils gèrent. Ça donne le vertige quand on pense aux chiffres. Le rapport de la SIAS, cité dans le texte, parle de 330 000 victimes directes d'abus dans l'Église en France. Mais si on applique cette définition élargie, venue du droit international, ça fait combien de personnes au total? Les familles, les amis, les communautés touchées, les aidants. C'est potentiellement énorme, difficile à estimer même. Ben oui, et du coup, ça nous ramène aux besoins très concrets sur le terrain. Si autant de monde est potentiellement affecté, combien de personnes ont besoin d'aide, d'un soutien spécifique, et quel type d'aide? Qui doit la proposer? Surtout pour ceux qui ne veulent plus avoir affaire à l'institution concernée, par exemple. Ou pour les victimes d'abus dans d'autres contextes, le document rappelle que l'INSERM estime ça à 97% des cas, hors Église. Le texte parle de l'initiative locale du collectif, d'une formation universitaire, mais il souligne bien que c'est probablement insuffisant face à l'ampleur. La question des ressources humaines bien formées est cruciale. Finalement, ce que cette analyse montre bien, c'est que l'impact d'un crime comme l'abus sexuel, ça va beaucoup plus loin que la victime directe. Il y a comme une onde de choc qui affecte tout un réseau de personnes par la souffrance morale, l'atteinte psychique. Et la définition internationale nous pousse à reconnaître cette réalité-là et son impact sur le lien social, en fait. Et ça nous laisse avec une question importante pour la suite, que le document soulève d'ailleurs. Si on prend conscience de cette définition plus large de victime et de l'échelle possible du problème, est-ce que nos systèmes d'aide actuels, que ce soit les institutions, les associations ou même l'État, sont vraiment prêts? Sont-ils à la hauteur? Quelles ressources, quelle mobilisation il faudrait pour vraiment répondre à cet immense besoin de soutien et aussi de reconnaissance? C'est une question de fond à méditer. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent.
Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.